Donc on va reprendre après l'escapade, donc après la biographie de ce matin, après l'escapade au Panthéon, après le cocktail, on va pouvoir reprendre le cours normal du séminaire Lagrange. Et donc là, vous allez avoir le plaisir, donc je passe la parole au responsable de tout ça, hein. Donc vous allez avoir le plaisir en avant-première d'assister à quelque chose. Voilà, je leur passe la parole. Bon, merci Jérôme. Donc, comme vous le savez, vous allez voir le film Lagrange, qui a été réalisé par Quentin Lazzarotto, qui travaille pour l'Institut Henri Poincaré, qui s'occupe du service audiovisuel. Oui, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir. Alors, c'est un film qui a été produit par l'IHP. C'est le premier film que nous produisons, Cédric. Attends, je vais te passer le micro. Juste pour dire, parce que ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas oublier, en coproduction avec CNRS Images et en partenariat avec l'Institut Lagrange de Paris. Donc voilà, les trois instituts qui ont permis que ce film se réalise. Et c'est notre première coproduction. Peut-être tu peux dire quelque chose là-dessus. Ouais. Moi, je vais faire un truc très impoli. Je vais griller la politesse au directeur. Parce qu'à l'IHP, on fait tout. Donc, il faut que je remonte pour lancer le film. Donc je vais parler en premier. Je vais juste très simplement remercier l'équipe qui est en partie ici, Arthur pour la musique, Elisa qui a donné un coup de main au montage. Bien sûr, je remercie Frédéric pour la super expérience, m'avoir fait rencontrer des grands professeurs d'histoire des sciences en Italie, en Allemagne, enfin vous les verrez dans le film. Donc voilà, je remercie vraiment Thomas qui est là, qui a cadré aussi. Ça a été une très bonne expérience, très rapide, très intense et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Ouais, moi, je voulais juste expliquer que c'était juste un début et que dans sa perpétuelle quête de financement nouveau, l'Institut Poincaré se lance à l'assaut de Hollywood et qu'on commence avec ce court-métrage scientifique, mais que bientôt nous aurons d'autres aventures extraordinaires. Alors plus sérieusement, c'est effectivement le premier film qu'on met en place, qu'on produit, si on emploie ce mot, réalisé par Quentin Lazzarotto, avec en particulier les conseils de Frédéric Brechenmacher et fidèle à la tradition de l'Institut Henri Poincaré, selon laquelle nous existons principalement par nos invités. L'Institut Poincaré, c'est comme un hôtel où tous les scientifiques se retrouvent pour y apporter des idées, une sorte de grande auberge espagnole mathématique. Et nous avons quand même des ressources propres en termes de ressources humaines, on va dire. Quentin en fait partie. On l'a recruté spécifiquement pour obtenir une expertise dans le domaine audiovisuel. Il y a des questions de captation, il y a des questions de transformation, il y a des questions de mise en ligne, il y a des questions de film. Le projet, je dois dire, je ne m'attendais pas à ce que ça vienne si vite, qu'on puisse réaliser un projet aussi ambitieux. Mais dès que Quentin est arrivé, on a bien vu qu'il était plus que motivé. Et donc, il fallait juste canaliser l'énergie. Et à la fin, nous arrivons avec le résultat que vous allez voir. Je vais laisser la parole à Frédéric, qui a participé à la gestation, pour dire quelques mots aussi, avant de vous laisser profiter. Merci Cédric. Donc Frédéric Brechenmacher, donc moi je suis historien des sciences et c'est pour cette raison que Cédric m'a demandé de prendre la direction scientifique de ce film. Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Quentin. Donc on a travaillé pendant longtemps, depuis le mois de février dernier, sur le scénario en amont, sur la construction de ce film, mais également avec l'équipe de tournage. Thomas par exemple qui est là, le cadreur du film qui prend toujours les images aujourd'hui. Alors, mon rôle dans ce film était qu'on avait l'ambition, en commémorant Lagrange, de ne pas s'arrêter simplement à un éloge, à une approche biographique. Donc, on a entendu Luigi nous faire une biographie très détaillée et très passionnante de Lagrange ce matin, mais d'avoir un film un peu dans des allers-retours entre l'histoire des sciences et les relations entre sciences et société à notre époque contemporaine, et en essayant d'éclairer ces relations par la trajectoire de Lagrange. Alors, à vous de juger si le résultat est réussi. Et puis, comme Frédéric est modeste, il ne rappelle pas que cela fait partie d'un ensemble d'activités de célébration de Lagrange qui comprend aussi en particulier une exposition que vous avez réalisée tous les deux, n'est-ce pas, Jérôme et toi ? La partie polytechnique, c'est Frédéric en quasi-totalité. Et puis moi, j'ai fait que répercuter, réutiliser. On a un petit peu, on a ajouté quelques pièces, mais disons que 90% de l'exposition provient de l'exposition qui a été réalisée par Frédéric. Alors oui, peut-être un mot à ce sujet parmi les choses qui sont
point de départ du film et dans la gestation. Lagrange, donc, comme nous l'a rappelé Luigi Pepe ce matin, était donc l'un des premiers professeurs de l'école polytechnique. Il a inauguré le cours d'analyse à l'école polytechnique. Et donc, dans le cadre de mon enseignement à l'école polytechnique, enseignement d'histoire des sciences, les élèves l'année dernière dont certains d'ailleurs sont présents ici, ont été amenés à travailler directement sur les archives de première main de Lagrange, de d'Alembert, c'est le manuscrit de ces savants. Et l'un des résultats de ce travail, il y a une exposition qui a été présentée à l'école polytechnique depuis le mois de septembre et qui va effectivement circuler à la mairie du 5e arrondissement donc à partir de mardi et qui a été complétée d'un volet plus sur la science contemporaine réalisé par Jérôme Pérez. On va très bien, on y va. Bonne projection. Voilà. Pour moi, Lagrange, c'est un homme qui s'est dédié pour toute sa vie aux mathématiques. Et un grand mathématicien, et seulement pour ça, c'est un grand homme. Alors moi, quand j'entends le nom de Lagrange, il y a deux choses qui me viennent tout de suite en tête. Il y a le développement de Taylor-Lagrange, évidemment. Il y a aussi les équations de l'ère Lagrange. Il y a des points de Lagrange, des équations de Lagrange, les Lagrangiens, des méthodes de Lagrange. Enfin, il y a une liste à l'après-vert de tous les travaux de Lagrange. Mais avant tout, c'est la mécanique céleste et une compréhension profonde des principes fondamentaux de la mécanique classique. Lagrange, c'est celui qui a vraiment donné pour la première fois la bonne manière de regarder l'évolution à long terme du mouvement des planètes. Pour moi, Lagrange, c'est le fondateur de la physique théorique moderne. Il essaye de fonder les lois de la mécanique uniquement sur ses principes fondamentaux et sur des raisonnements mathématiques, qui est la démarche de l'analyste. Pour moi, Lagrange, c'est l'exemple emblématique de savant de l'époque des Lumières. Lagrange, ça évoque pour moi les mathématiques du XVIIIe siècle et les mathématiciens qui pouvaient voyager d'une accademia à l'autre, de Turin, Berlin, Paris. È per questo che ha voluto fondare a Torino un'accademia, ha voluto trasferirsi a Berlino in un'accademia prestigiosa e essere in collegamento poi con l'Accademia di Parigi. Cette mathématicienne qui a passé toute sa vie à faire des recherches, qui n'aimait pas la mondanité, mais qui a passé toute sa vie à étudier et à faire de la recherche dans le domaine des mathématiques. Il faut arriver à 29, c'est 43, donc. Et nous voilà. Maison de Lagrange. Giuseppe Luigi Lagrange nacque in questa casa. A.D. 25 gennaio 1736. Il est né dans cette maison. Son père était un fonctionnaire de l'artillerie, un fonctionnaire civil de l'artillerie. Sa mère, la fille d'un riche médecin de Cambiano. Ils ont eu 11 enfants. Lagrange était le premier. D'un point de vue généalogique, Lagrange est de Turenne, piémontais, donc italien.
Lagrange a été très doué dans ses premières études. Il a été envoyé à l'université de Turin à 14 ans, parce que c'était presque la règle alors de commencer l'université assez vite. Et il a fait ses premières études à l'université de Turin pendant des années. Et dans cette période, il a commencé à s'instruire aussi sur les mathématiques. Il a lu les célèbres traités de Wolf, il a lu les livres d'Euler, Introduction in Analysis Infinitorum, les livres d'Agnesi, les livres de Jean Bernoulli sur le calcul intégral. Et il disait qu'on apprend bien la mathématique, sinon on l'apprend par soi-même et on ne doit pas lire simplement les démonstrations, on doit essayer de les faire. Il a été aussi nommé à l'école d'artillerie de Turin. Il était sostituto, c'est-à-dire il n'était pas professeur, mais il collaborait avec les professeurs de mathématiques. Il a écrit pour ça un traité d'analyse qu'on appelle Principi di analisi sublime, qui est très intéressant pour connaître l'évolution de ses idées sur les fondements du calcul. J'étais né assez riche, mais mon père s'est ruiné dans les entreprises. Ce malheur a fait mon bonheur, car si j'avais eu de la fortune, je n'aurais peut-être pas fait mon état des mathématiques. Ce goût, cependant, s'est manifesté chez moi de bien bonne heure. À 15 ou 16 ans, j'étais professeur des élèves de l'artillerie à Turin. Tous mes élèves avaient quelques années de plus que moi. Je me suis attaché à 3 ou 4 de ces jeunes gens et en ai fait mes amis. Je continuais à travailler aux mathématiques. Il periodo della formazione degli studi di Lagrange sostanzialmente si conclude con la sua prima pubblicazione, che è una lettera scritta a Fagnani. Lagrange si rivolge a questo vecchio matematico perché era un autorevole esponente che aveva scritto nel Giornale dei Letterati d'Italia. In particolare, per la prima volta era entrato il calcolo differenziale integrale di Leibniz e la meccanica di Newton. Questa è la lettera di Luigi di Lagrange Tournier all'illustrissimo signor Luigi Carlo di Fagnano, contenente una nuova serie per i differenziali integrali di qualunque grado corrispondente alla newtoniana per la potestà et per le radici. Cioè, mais malheureusement, la question avait été déjà résolue dans la correspondance de Leibniz e Jean Bernoulli. Quindi si dispera un giovane matematico di talento, 18-19 anni, e scrive a Fagnani pauroso del fatto di essere considerato un plagiario. Ma Fagnani lo consola e gli dice no, in fondo è un risultato che hai trovato con le tue sole forze e quindi puoi continuare su questa strada, vedrai che arriverai comunque al successo, perché non sempre i risultati che si trovano sono nuovi, è solo la fortuna che dà la possibilità di essere stato il primo a raggiungere un risultato originale. 3 ou 4 ans après, je reçus le grand ouvrage d'Euler intitulé « Methodus inveniendi lineas curvas ». Ce célèbre géomètre finit ce beau traité par prédire que quelqu'un, plus habile ou plus heureux que lui, parviendrait au même résultat par l'analyse. Cette prédiction me frappa et j'essayai de la réaliser. J'y parvins en assez peu de temps et j'envoyai mon travail à M. Euler dans une lettre de 3 pages. Ce grand géomètre en fut satisfait.
La corrispondenza con Euler, che comincia nel 1759, è particolarmente importante perché lui ha iniziato a leggere l'opera di Euler e in particolare a interessarsi ai problemi legati al calcolo delle variazioni. Euler, che appunto ha una posizione prestigiosa come direttore della classe di scienze matematiche e fisiche all'Accademia di Berlino, diventa il maestro vero di Lagrange, colui che lo consiglia nelle sue letture, colui che, con il quale intrattiene una specie di gara scientifica sugli stessi temi di ricerca. È veramente il dialogo tra i due molto interessante perché finalmente c'è una persona che è in grado di consigliarlo ma anche di apprezzare la qualità del suo genio. Les scientifiques à cette époque travaillent sur des problèmes qui sont complètement en relation avec les problèmes de leur temps. Et quand ils travaillent sur ces problèmes, ils ne travaillent pas seuls, mais ils travaillent en collaboration non pas en étant dans un même laboratoire, mais en collaboration à distance, puisqu'ils s'échangent des lettres à des intervalles d'1 mois, certes, donc cela prend du temps. Lagrange soumet son traité recherche sur la nature et la propagation du son à d'Alembert pour lui demander son avis. Donc c'est un jeune scientifique qu'on ne connaît pas encore qui soumet son traité à un scientifique établi pour avoir ses commentaires. Et dès la première lettre, on se rend compte que d'Alembert est surpris et agréablement surpris par la qualité du travail réalisé par Lagrange. Et au fur et à mesure des années, il y a une amitié et une reconnaissance réciproque qui s'établit entre les deux personnages. D'Alembert reconnaît le travail de Lagrange. Bien sûr, Lagrange est celui d'Alembert qui est déjà bien établi. Et en quelque sorte, on peut dire que d'Alembert va pistonner Lagrange pour qu'il puisse aller plus tard dans des cadres plus somptueux, là où la science vraiment se crée, les pôles de la science que sont Berlin et Paris, alors que Lagrange, lui, est initialement à Turin. Donc ici, on a la lettre d'Alembert à Joseph-Louis Lagrange, Paris, le 26 avril 1766. Et c'est donc par cette lettre que Lagrange sera recommandé par d'Alembert pour aller à l'Académie des sciences de Berlin. Mon cher et illustre ami, le roi de Prusse me charge de vous écrire que si vous voulez venir à Berlin pour y occuper une place dans l'Académie, il vous donnera 1000 écus. Ensuite, il précise « On ne me parle point des frais de voyage qui vont sans dire et qui, sans doute, vous seront payés. Voyez si cette proposition vous convient. » Donc là, c'est vraiment d'Alembert qui propose à Lagrange, avec les conditions financières qui vont avec, de rejoindre l'Académie des sciences de Berlin. Pourquoi il n'y a pas les numéros de rue? Mais oui. Parce que normalement, c'est dans cette rue au numéro 7. Ouais, tu vois, là, il y a bien marqué que c'est la maison de Magnus machin, mais il n'y a rien marqué sur Lagrange, en fait. Alors qu'il est habité là. Nous sommes ici à Kupfergraben. Et au numéro 7 de cette rue, Lagrange a habité de 1774 à 1782 dans cette maison. Alors, il habitait a priori avec sa femme. Il était locataire de cette maison qui était la propriété d'un des hauts fonctionnaires de l'État prussien. Et c'est depuis cette chambre qu'il communiquait avec les plus grands mathématiciens de son époque, qu'ils soient situés à Paris, à Londres ou à Saint-Pétersbourg. Le roi de Prusse m'agréa et me donna un traitement d'environ 6000 francs de notre monnaie.
et la place de directeur de la partie des sciences physico-mathématiques dans son académie. Je fus bien reçu par le roi. Mais je m'aperçus que les Allemands n'aiment pas que les étrangers viennent occuper des places dans leur pays. Je me mis à étudier bien leur langue, mais je ne m'occupais sérieusement que de mathématiques. En ce sens, c'est une des premières figures de mathématicien spécialiste, puisqu'il va travailler dans plusieurs endroits différents, mais toujours en tant que mathématicien. S'il est recruté dans différents endroits, c'est en tant que mathématicien. Et aussi, par contraste, avec un certain nombre de savants allemands qui sont mathématiciens, mais qui, au cours de leur carrière, peuvent très bien être recrutés comme professeurs de philosophie ou professeurs de physique et enseigner la philosophie ou la physique dans différentes universités. Lui, il est mathématicien à temps complet. Et il paraît qu'il travaillait de 6h du soir jusqu'à minuit, tous les jours, sauf quand il avait des invités, et que du coup, il était dégoûté quand il avait des invités. D'ailleurs, Frédéric II nomme Lagrange le philosophe sans bruit, en raison de son caractère tranquille. Mon très cher père, je devrais être honteux d'avoir été si longtemps sans vous donner de mes nouvelles. Si je ne vous avais prévenu plusieurs fois d'être toujours tranquille sur mon sujet, tant que vous n'en recevez point, et surtout de ne point imputer mon silence à indifférence, et moins encore à oubli, mais de l'attribuer uniquement à mes occupations ordinaires et au genre de vie uniforme que je mène, lequel fait que les jours se suivent, et que les années même s'écoulent sans presque que je m'en aperçoive. Königliche Marstall de numéro... Ah, c'est le bâtiment de l'ancienne académie, avec la tour de l'observatoire. Nous avons ici quelques documents qui concernent Lagrange. À gauche, de mon côté, on a quelques images de Lagrange, le jeune Lagrange, le plus vieux Lagrange, n'est-ce pas? Et ici, on a 2 manuscrits originaux de Lagrange. À droite, on a un manuscrit sur les courbes tautochrones et à gauche, sur la théorie de la situation variable des orbites des planètes. Donc, ce manuscrit concerne la mécanique céleste. La mécanique céleste a été un sujet extrêmement important pour Lagrange. Quand Lagrange a commencé ses travaux sur la stabilité du système solaire, en fait, il était à Berlin. Il était à Berlin et donc il va envoyer ses premiers mémoires à Paris pour être publiés à l'Académie des sciences. La question qui se posait, c'était est-ce que le mouvement des planètes, sous l'influence de leurs perturbations mutuelles, des interactions gravitationnelles entre elles, est stable ou non? Ce problème de la stabilité des orbites des planètes était vraiment la grande question scientifique du XVIIIe siècle. C'était savoir déjà si la loi de Newton était bien la loi qui régissait le mouvement des planètes. Donc ça, c'était première question. Et ensuite, si les planètes soumises à leurs perturbations mutuelles avaient un mouvement régulier ou bien des instabilités. Si une orbite se déforme, devient plus allongée, elle peut entrer en collision avec la planète plus extérieure ou la planète plus intérieure. Le système solaire, comment on va décrire ça? Alors, depuis Copernic, on met le Soleil au centre, et puis, autour du Soleil, suivant des trajectoires elliptiques, nous avons successivement Mercure, Vénus, la Terre. On va la mettre ici. Terre, c'est la planète bleue. Bon, Mars, la planète rouge, et ainsi de suite. Et on a comme ça ces orbites concentriques autour du Soleil. Et avec la loi de Newton, nous avons ces interactions entre les planètes et le Soleil, mais si cette loi est universelle, eh bien, il y a aussi une interaction qui s'établit entre
deux planètes différentes, une interaction entre Mercure et Vénus, une interaction entre la Terre et Vénus, une interaction entre la Terre et Mercure. Et les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Vous voyez, au lieu d'avoir une équation à résoudre ici, une équation à résoudre ici, une équation à résoudre ici, je me retrouve avec un système qui comporte de nombreuses interactions et je dois toutes les considérer en même temps. Et donc c'était ce problème qu'il restait à résoudre. Et pour cela, Lagrange va mettre au point un formalisme qui a eu énormément de retentissement par la suite, puisque c'est la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants qui est en fait d'usage maintenant universel et qu'on apprend dans les premières années d'université, en oubliant le plus souvent que son origine était dans la résolution du problème de la stabilité du système solaire. Donc si je veux calculer la trajectoire de la Terre, eh ben, ce qui compte avant tout, c'est la trajectoire du plus massif des corps célestes avoisinants, c'est-à-dire le Soleil. Et puis il faut tenir compte aussi, mais c'est ce qu'on va appeler une perturbation, de l'influence de Mercure, de l'influence de Vénus, beaucoup plus petite, et de l'influence des autres planètes qui vont être quelque part dans le système solaire. Pour Newton, ces perturbations pouvaient dérégler le mouvement des planètes. Et en fait, alors qu'il voyait dans l'existence de relatif ordonnancement des planètes du système solaire une certaine preuve de l'existence de Dieu, pour lui, le système se déréglait et ce système qui se déréglait nécessitait que de temps en temps, en fait, Dieu revienne mettre les planètes en place. Donc en fait, statuer sur la stabilité du système solaire, c'est vraiment aussi répondre à la question de la toute-puissance divine ou pas. Donc on comprend que c'est une question importante. Et Laplace, Lagrange, Gauss arriveront à des conclusions spectaculaires. D'abord, ils arriveront à montrer qu'il faut attendre des échelles de temps considérables avant que des effets importants se fassent sentir, éventuellement, du fait de l'action des autres planètes. Des échelles de temps de l'ordre du million d'années. C'est incroyable de penser qu'au XVIIIe siècle, on arrivait à prédire qualitativement que le système solaire resterait tel qu'il est sur des échelles aussi incroyablement grandes que le million d'années. Chapeau bas à ces scientifiques de la fin du XVIIIe siècle. En particulier, le duo en collaboration-compétition Lagrange-Laplace est extraordinaire. Berlin, le 17 décembre 1771. Mon très cher frère, je vous écris en français parce que cela m'est plus commode et que je pense que vous n'avez aucune difficulté à le comprendre. Mais vous pouvez toujours m'écrire en italien. Et même si vous l'aimez mieux, je vous répondrai aussi en italien. Car, Dieu merci, je n'ai point encore oublié ma langue maternelle. Ce séjour à Berlin a été de loin son séjour le plus fructueux parce qu'il n'était pas obligé d'enseigner, c'est un point crucial. Il a travaillé chaque jour, il a publié 63 mémoires dans les mémoires de l'Académie de Berlin en français parce que tout le monde a été obligé de parler et de publier en français. Et en particulier, c'est ici qu'il a écrit son chef-d'œuvre, La mécanique analytique. Encore à Berlin, l'œuvre parut une année plus tard à Paris. En 1786, à la mort de Frédéric II, Lagrange perd son principal soutien, qui était le roi, et il est alors courtisé par toute l'Europe scientifique. Son intérêt d'aller à Paris, c'est qu'il rejoint ce qui est à l'époque la capitale scientifique de l'Europe. Il y obtient un très bon salaire et surtout, il quitte une académie qui va vraiment se recentrer sur la science en langue allemande et donc perdre en importance par rapport à l'Académie des sciences de Paris. La mort de Frédéric amena des changements en Prusse. Les savants n'avaient plus la même considération. J'acceptai l'offre que me fit le gouvernement français de me fixer à Paris avec une pension de 6 000 francs.
sur les craintes que j'exposais qu'on ne me payât pas ma pension ou qu'on ne la supprimât, on me dit que le ministère français était mesquin et versatile, mais que la nation était grande et loyale, et que l'opinion générale que le ministère n'osait pas fronder me garantissait la durée et l'exactitude des engagements qu'il prenait pour moi. J'arrivai à Paris, où je fus très bien reçu. La reine m'accueillit avec bienveillance parce qu'elle me considérait comme allemand, et que d'ailleurs sa famille de Vienne avait écrit pour me recommander. On me donna un logement près du Louvre, et je vécus heureux jusqu'à la Révolution. Le roi de France a cherché à attirer Lagrange. Et donc, il y a eu une véritable mission diplomatique qui a été envoyée à Berlin pour proposer à Lagrange de venir. Et donc, il a accepté de quitter Berlin en 1788 pour s'installer à Paris. Évidemment, il ne pouvait pas imaginer que l'année suivante, il allait y avoir un événement majeur qui est la Révolution. Lui, qui était un savant d'Ancien Régime, tout à fait typique, un homme des académies, il s'est retrouvé confronté brutalement à cet événement absolument incroyable qui était la Révolution. Et au fond, il a très bien, il s'est senti en sympathie, c'était un homme des Lumières. Donc il s'est senti en sympathie profonde avec les événements. Il a hésité, parce que c'était quelqu'un qui voulait être tranquille, donc toute cette violence, etc., fait qu'il a hésité à repartir, mais finalement il est resté. Il est devenu même français, il est devenu citoyen français, et il a participé à toutes les transformations institutionnelles dans le milieu scientifique qui ont accompagné la Révolution. Lorsque les Jacobins ont pris le pouvoir, une des premières mesures qui va être prise, c'est la suppression de ces institutions. Et ce qui va faire que la vie scientifique va se retrouver pendant plus d'un an sans structure propre. Et donc, il va falloir réorganiser la vie scientifique et les institutions d'enseignement, cette fois-ci, vont jouer un rôle majeur. L'école normale de l'an 3, mais plus encore, l'école centrale des travaux publics, c'est-à-dire l'école polytechnique qui existe toujours. Et dans ces deux établissements, Lagrange va jouer un rôle majeur. Comme il était considéré comme le plus grand mathématicien d'Europe, il avait accepté de donner son nom, mais il ne voulait pas enseigner. Puis il s'est pris au jeu. Il a fait un cours qui était réservé aux meilleurs élèves, qui est le fameux cours où il a exposé sa théorie des fonctions analytiques. Alors évidemment, le fait d'enseigner, c'est pas tout à fait la même chose que d'écrire des mémoires dans son cabinet de travail. Donc c'est certain que ça a eu un impact. Lagrange avait beaucoup réfléchi déjà avant, en particulier à la manière de présenter le calcul différentiel et intégral. Donc ça a été l'occasion pour lui de faire un exposé qui est une approche très originale, puisque c'est une approche formelle, c'est une approche algébrique. C'est en association à cette activité d'enseignement qu'il va repartir dans les mathématiques et qu'il va produire certaines de ses œuvres les plus importantes. Son traité des fonctions analytiques, son calcul des fonctions, ça va être le produit, en fait, de son activité d'enseignement. À la plage, on peut faire des dessins sur le sable. Hein, au lieu de faire comme un con des mots croisés ou des sudoku. Faites des dessins, mettez à l'abri sur un parasol et faites des dessins. Résolvez les équations différentielles sur le sable. La méthode de Lagrange, c'est vraiment très important, c'est la méthode scientifique moderne. Alors même si c'était pas forcément un très très grand professeur, la façon de construire ses cours et de rationaliser l'enseignement des mathématiques et de la physique est toujours utilisée de nos jours. Alors la façon d'enseigner justement, c'est de ramener le problème à des choses essentielles, de ne pas traiter le cas particulier, de monter très haut dans l'abstraction pour trouver, comme des gens le faisaient dans l'Antiquité, on avait essayé de le faire, de chercher la cause profonde des choses qui l'intéressent. Ne rien accepter, essayer de tout démontrer. Mais quand on regarde actuellement comment la physique théorique est enseignée, les différentes parties de la physique théorique moderne, le développement de la physique théorique, on s'aperçoit qu'en fait tout ceci est complètement lagrangien. Paris, le 24 octobre 1791. Pour n'avoir été que simple spectateur de tous les événements qui sont arrivés, je n'en ai pas été moins affecté.
Maintenant que la tranquillité et l'ordre sont rétablis, je ne regrette pas d'avoir assisté à un spectacle le plus intéressant pour les philosophes même, celui d'une grande nation qui se crée un nouveau gouvernement, non pas par la force des armes, mais par celle de la parole et de l'opinion publique. Il a contribué, il y tenait beaucoup, à ce qui a été la dernière grande œuvre de l'ancienne Académie, de l'Académie royale des sciences, c'est-à-dire la création d'un nouveau système de poids et mesures, le système métrique. Donc il avait des idées extrêmement précises là-dessus, d'abord sur la décimalisation, donc il a défendu la décimalisation, et puis sur l'organisation générale du système. Pas simplement du système métrique lui-même, mais du calendrier, de la mesure du temps. À la suite de ça, il est entré en 1795 au Bureau des longitudes. Et il y a une dimension aussi politique, puisqu'il s'agit de faire un système de poids et mesures qui soit universel, qui soit valable pour tous les hommes, et qui donc soit fondé sur des bases qui puissent être acceptées, je dirais, par l'ensemble de l'humanité. Au siècle des Lumières, où les philosophes font des sciences, où les scientifiques font de la philosophie, où tout le monde cherche à percer les mystères du monde, Lagrange apparaît comme un spécialiste, un peu dans son coin. Il n'est pas un grand orateur, pas un grand philosophe. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les équations. Quelqu'un de bien spécialisé. Et ce que faisait Lagrange, d'un certain point de vue, dans son coin ou en correspondance avec quelques initiés comme Laplace ou comme Euler, maintenant fait partie du bagage commun universel de presque tous les mathématiciens, presque tous les physiciens. La démarche lagrangienne est toujours présente, et je pense qu'on en a encore pour longtemps, est toujours présente dans l'enseignement de la physique et des mathématiques. Ça, c'est tout à fait clair. Après tout, j'ai fourni ma carrière. J'ai acquis quelques célébrités dans les mathématiques. Je n'ai haï personne, je n'ai point fait de mal. Il faut bien finir. La philosophie ne s'apprend pas dans les livres. Elle doit être dans le sentiment de soi-même et dans l'indulgence pour les autres. Elle ne consiste pas à haïr, à s'isoler, à mépriser, mais à aimer, à servir le gouvernement de son pays. Voilà ma vie. Voilà mes principes. Tout y est limpide et de facile exécution. Dernier témoignage que Lagrange a voulu donner, 2 ou 3 jours avant sa mort, il a reçu quelques collègues, il y avait Chaptal, il y avait Monge, et il leur a parlé. Et il leur a raconté des choses de sa vie. Il leur a fait part de ses conceptions en général, et je crois que c'est Chaptal qui a pris la note de tout ça et qui l'a transcrit.